Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour cette nouvelle année 2024 pour laquelle nous vous exprimons tous nos vœux, en particulier dramatiques, pour de beaux spectacles, puisque nous sommes sur Jeux de scène, qui est l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général, et du théâtre en particulier. Alors à l'affiche Chantal, je vous parlerai de Dissection d'une chute de neige que j'ai vue au théâtre des Amandiers de Nanterre. Je vous parlerai de Carmen, chorégraphie de Philippe Lafeuille au Théâtre Libre. Moby Dick d'Herman Melville, mise en scène de Benjamin Bouzy que j'ai vu au Lucernaire. L'opéra rock Starmania de Michel Berger et de Luc Plamondon que j'ai vu à la scène musicale. Et puis, juste un souvenir, c'est Myriam Boyer qui joue une série de chansons, et ça, c'est au Théâtre de Poche. Et encore Berlin, Berlin de Patrick Audecoeur et Gérald Cibleras qui se donne au Théâtre Fontaine. Et Cendrillon pour terminer. Et oui, Cendrillon que j'ai vu au Lucernaire. Dissection d'une chute de neige. Alors, déjà le titre, il est déjà à lui seul, je trouve merveilleux. Et donc c'est une traduction en fait, puisque c'est l'auteur suédoise qui, il y a une dizaine d'années, a écrit cette pièce. Il s'agit de Sarah Stridsberg. Et c'est Christophe Rauque qui la met en scène au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Alors, c'est l'histoire d'une reine. Mais non, c'est l'histoire d'une femme roi. C'est pas une reine, c'est une femme roi. Et on a toute cette problématique du pouvoir et du sexe. Est-ce que il peut y avoir une femme reine ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de divorce entre le fait d'être une femme et le fait d'exercer le pouvoir d'une certaine manière ? Et donc on a ici, alors on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas l'époque, on a une temporalité, mais les morts sont encore vivants, le père qui est mort est toujours là, la mère qui a quitté ce royaume épouvantable va peut-être revenir de temps à autre, et on a cette jeune fille, bientôt jeune femme, qui avait promis le mariage quand elle était enfant, un certain Love, et qui maintenant ne veut plus se marier, qui surtout ne veut plus avoir d'enfants, qui aime une femme. C'est assez complexe et c'est très 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 bien écrit et très intéressant. Et je voudrais remercier Christophe Rauque de m'avoir fait connaître ce texte. Et pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il y a une scénographie absolument exceptionnelle. On a sur scène une sorte, je sais pas comment appeler ça, une espèce d'aquarium transparent. Enfin, un espace rempli de neige qui est fait de plumes et qui va comme ça permettre à la fois des intérieurs extérieurs et à la fois des reflets, ce qui fait que quand on joue devant ces doubles vitres, on a comme ça la répétition 3 fois des personnages. Enfin, c'est extraordinaire la scénographie, et quand on a les acteurs aussi qui sont meilleurs les uns que les autres, on est complètement pris. Hein. Et alors, on va citer quand même l'importante Marie-Sophie Ferdan. Alors, ce qu'elle a d'extraordinaire,
en dehors de ses capacités, comme tous les autres d'ailleurs, physiques, elle a cette façon de jouer 3 ou 4 registres différents, de passer du tragique au comique, à l'ironique, etc., qui fait que ce rôle de reine lui convient parfaitement. Et alors, c'est amusant un certain type d'acteurs. Hein. Il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui ont leur physique et puis qui vont le trimballer partout et qu'on va et puis il y a ceux, on les voit après, on les reconnaît pas. Tu vois, ils sont capables de physiquement être différents sur la scène. Et donc elle fait partie de ces grands acteurs exceptionnels qui arrivent à se métamorphoser complètement quand ils sont sur la scène. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir cette dissection d'une chute de neige. Bon, moi je l'ai vu hier, c'est-à-dire la première, c'est le 9, mais vous n'avez que 10 jours. Hein, c'est toujours comme ça. Donc, dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 19 janvier pour aller voir cette pièce exceptionnelle au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Chantal. Chorégraphie, danse, théâtre et chant. C'est les Chicos Mambo, dont j'avais déjà vu le premier un des premiers spectacles, Tutu. C'est une chorégraphie de Philippe Lafeuille. Eh bien, c'est une proposition originale, unique, par son aspect un peu double genre. Cela va être différent portrait de trait d'union mène, de Carmen. Alors c'est presque un mot valise qui nous oriente bien sûr vers une lecture humoristique, parodique du personnage mythique. D'ailleurs peut-être avez-vous vu l'affiche dans le métro, hein, elle attire le regard. Il y a un danseur qui est arrêté par un mouvement de bascule, il a la tête en bas, on ne voit pas ses jambes et il est enveloppé dans une robe à volant. C'est tout à fait représentatif du spectacle. Donc, comme je le dis, c'est une série de tableaux pour tenter de définir le personnage de Carmen. Bien sûr, il y a de nombreuses références à l'Espagne avec des objets métaphoriques, etc., ou réalistes, les éventails, le flamenco, le taureau, etc., le toréador. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce spectacle, c'est que ça joue sur la relation entre masculinité et féminité. Et Philippe Lafeuille parle d'une fantaisie, et je crois que le terme est bien choisi, ibéro-graphique. Et c'est vrai que Carmen est traitée comme une icône, mais ça s'écarte aussi du traditionnel pour proposer quelque chose d'osé. Hein. Et le grand écart, c'est que ce ne sont que des danseurs et des acteurs garçons dans ce spectacle. Et ce choix est déterminant, donc on les voit bien sûr, alors dans une posture parfois féminine, avec un vestimentaire féminin, ils sont bien du côté du code féminin, mais il n'en reste pas moins qu'il y a de la virilité chez ces danseurs, et d'ailleurs on nous le montre, on nous le démontre, on les voit torse nu avec une jupe par exemple, et puis on voit même une séquence d'un danseur nu. Donc ce vestimentaire, il le fallait brillant, il le fallait beau, il l'est avec une dominante de rouge et de noir, et c'est très beau à regarder parce que les fonds de la scène changent de couleur. Je ne vais pas citer tous les danseurs qui sont brillants, et il y a le chanteur, le contre-ténor. Moi, le soir où j'y étais, c'était Antonio Massipe, et il est aussi bien quand il incarne Carmen que lorsqu'il joue Don José ou le torero. Alors, il est superbe quand il a sa grande robe blanche à pois rouge. Je crois ce qui me plaît et ce qui plaît au public, c'est que la base, elle est classique. On va voir des pointes, on va voir des grandes jetées de jambes, mais ça reste toujours d'un très haut niveau de danse. C'est extrêmement gracieux, et avec cette ambiguïté entre le féminin et le masculin qui met du piment au spectacle. Alors vous avez jusqu'en février pour aller au Théâtre Libre voir
Carmen par le créateur de Tutu, des Chicos Mambo. André, tu nous emmènes du côté de Moby Dick pour rêver d'Herman Melville. Alors oui, Herman Melville. Alors moi, il y a deux œuvres sacrées d'Herman Melville. Pour moi, c'est Moby Dick et puis Bartleby. Ah, Bartleby. Et je dois dire que pour moi, c'est deux œuvres qui s'opposent complètement. C'est drôle parce que Bartleby, c'était cette espèce d'employé qui tout d'un coup dit qu'il préférait pas faire ce qu'on lui demande de faire, et comme témoin comme ça de tout ce qui se passe. Et alors que là, on est dans une aventure maritime, sur un bateau, pour trouver la fameuse baleine blanche qui a bouffé la moitié, enfin qui a tranché la jambe du capitaine. Et voilà. Donc, moi, je veux dire que je suis beaucoup moins sensible à Moby Dick qu'à Bartleby. Et puis, je me demande comment on fait pour mettre en scène une chose qui est de l'ordre du récit épique comme cela. Eh bien, bon, c'est pas trop mal, entre guillemets, parce qu'on va se mettre dans la peau d'un des personnages, et ce personnage va raconter, mais évidemment, ça va être transposé en acte et en drame. Hein. C'est pas que du récit, bien sûr, mais c'est vu à travers un point de vue. Celui du capitaine. Pas celui du capitaine, non, celui d'un pauvre petit jeune... un moussaillon. moussaillon qui a été pris un peu là par hasard, Ismaël. Bon, alors... je peux pas dire que j'ai été... voilà, parce que... non, mais je crois que c'est le sujet, c'est l'écriture qui m'intéresse moyennement. Et ensuite... alors, il y a une chose quand même que j'ai appréciée, c'est la générosité, l'enthousiasme, l'engagement, comment dire, voilà, cette espèce de présence, cette force de vouloir être là des comédiens. Il y a véritablement tout un travail, je dirais, généreux, d'empathie, avec des mouvements, avec on joue, on va déplacer des choses sur le plateau, on va faire vraiment... Et l'illusion de la tempête, du mouvement. On a ça, et ça, j'ai bien aimé. Mais à côté de ça, j'ai du mal à croire à l'incarnation des différents personnages. Voilà, là, je suis resté un petit peu sur ma faim. Surtout comme ils sont quand même que 4 pour jouer, je sais pas combien de personnages, c'est pas toujours facile. Donc bon, un peu mitigé sur ce Moby Dick d'Herman Melville, mise en scène de Benjamin Bouzy et Vincent Marguet. Chantal, tu vas nous parler si je reprends, de Starmania. Ah bah oui, Starmania, c'est un grand classique. Est-ce que tu l'avais vu, toi, l'opéra, en 1979 ? J'étais pas né. Moi non plus, je ne l'avais pas vu, et je ne me souvenais pas du tout que le fond de l'histoire, en fait, est extrêmement triste, hein, parce qu'on est dans une société futuriste noire dans la ville de Monopolis, et qui gouverne cette ville de Monopolis. C'est un politique, mais autocrate, totalitaire, en fait protectionniste, et c'est violent, parce qu'il va y avoir les Zonards, le groupe terroriste des Étoiles Noires, dirigé par Johnny Roquefort, qui fait de la résistance. Donc on sent là, dans ce spectacle, toutes les allusions à la montée de l'extrémisme, et j'ai été surprise par le caractère prémonitoire de cet opéra rock qui nous parle des villes, des métropoles globalisées, qui nous parle en quelque sorte de la télé-réalité, de cette soif de célébrité, etc. Et là, dans cette version, il y a un nouveau personnage qui existait au départ, qui n'a pas été dans toutes les éditions, c'est le nouveau gourou, et le nouveau gourou écologique. Bien, bon, moi j'ai été séduite par cet opéra, évidemment, puisque je le découvrais. J'avais lu que c'était Thomas Joly qui fait la scénographie, donc il a placé sur scène une très belle structure centrale, mobile, qui suggère une étoile, et au niveau de la scénographie, il a surtout
travailler sur les lumières. Alors elles sont brillantes, elles sont spectaculaires, elles sont constructivistes, elles dessinent des lignes géométriques, des motifs de décoration. Il faut dire que c'est à la scène musicale, hein, c'est une salle de 6000 personnes, et je me disais que ceux qui sont très éloignés, je me demande si la lumière ne cassait pas un peu, et je pense que si la dramaturgie, on a du mal à voir les personnages lorsqu'on est dans les derniers rangs, et sans doute que là, ça manque de relief dramatique, d'autant plus qu'il y a un narrateur, donc ça coupe le rythme dramatique. C'est Thomas Joly qui est une voix enregistrée avec des effets visuels. Donc ça, c'est la petite réserve. Mais les voix, elles sont magnifiques. C'est un opéra rock, c'est ce qu'on attend, hein. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Marie-Jeanne, qui est la tenancière de l'Underground Café, interprétée par Alex Montambeau, qui a une voix cristalline. Les chansons sont vraiment merveilleusement bien interprétées. J'ai aimé aussi le politique David Latulipé, qui interprète le personnage de 0 janvier. Et puis le méchant, la Johnny Roquefort. Alors c'était très intéressant parce qu'il ne fait que des méfaits, il est le mal, mais en même temps, il a une voix sensible, très, très légère, très émouvante. Alors, on a en tête quand même tous les tubes, et puis on a en tête les premières interprétations avec Daniel Balavoine, avec Fabienne Thibault, avec France Gall, qui était Cristal, c'est le personnage qui tombe amoureux de Johnny Roquefort. Mais là, eh bien, c'est un bon niveau musical avec beaucoup de vibrato, et j'ajouterai qu'il y a une chorégraphie qui est très belle de Sidi Larbi Cherkaoui et qui s'enrichit de tableau en tableau. On commence avec les Onars jusqu'à la séquence dans la discothèque qui est très belle, et puis on passe par, à un moment donné, c'est un tableau qui est très beau, Ziki, c'est l'homosexuel que Jeanne, la tenancière, aime. Eh bien, il y a plusieurs Ziki dans la chorégraphie, c'est très beau. Alors, toutes les chansons sont connues, Complainte de la serveuse aux tomates, Un garçon pas comme les autres, et puis la fameuse chanson Les uns contre les autres, je vous invite à réécouter. Donc, allez, bien sûr, vous avez encore la possibilité peut-être de voir ce Starmania à la scène musicale. Alors André, tu es allé pour Myriam Boyer voir Juste un souvenir. Oui, c'est pas tout à fait Starmania. C'est pas exactement la même époque. On a des chansons de Cocteau, de Boris Vian, de Mouloudji, de Raymond Queneau, de Charles Trenet, d'Aragon, entre autres. Mais quand je dis on a des chansons, on a des textes. Parce que tout ce travail, ça part des textes des chansons sans la musique. Donc ce ne sont pas des chansons, ce sont les textes des chansons. Et évidemment, tout l'art de Myriam Boyer, d'abord, ça a été de taper, entre guillemets, dans des textes qui pouvaient composer un ensemble. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, et je ne m'attendais pas à ça, c'est que tous ces textes vont composer le personnage qu'interprète Myriam Boyer. Un personnage dont je pourrais dire que, à travers ses souvenirs, qui est le thème principal de toutes ces chansons, se crée la nostalgie. Alors bon, c'est pas drôle,
la nostalgie. Mais quand c'est dans la qualité de l'interprétation de Myriam Boyer, c'est assez exceptionnel. Parce que, voilà, c'est ça, les talents d'une actrice comme Myriam Boyer, c'est d'arriver, à travers ces différents textes de chansons, à créer ce personnage nostalgique, ce personnage qui se souvient donc, cette femme d'un certain âge, qui va retrouver des moments de son passé, des moments de ses amours, des moments de ses trahisons, des moments de ses retours, etc., etc. Tu vois ? Et donc, alors, bon, c'est un peu dur parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour aller la voir. Je crois que ça en est vraiment, à moins qu'il y ait une petite reprise à la fin. Mais franchement, merci au Théâtre de Poche, merci donc à Myriam Boyer. Il faut quand même signaler quand même que c'est Gérard Vantal-Gioli qui l'a mis en scène et puis qu'il y a la participation à un moment donné de Philippe Vincent. Et puis, évidemment, tous ces textes qui sont différents d'ailleurs, qui ne sont pas du tout tous pareils, de ces différents auteurs. Voilà. Et moi, j'étais sûr de ça, que c'est très intéressant, parfois, dans des chansons, de ne pas voir la musique. Chantal, Box, non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle Berlin. Oui, j'y suis allée parce que c'est quand même un spectacle qui a eu 2 Molières en 2022, meilleure comédie et meilleur comédien. Mais là, je suis à une nouvelle saison pour ce théâtre Fontaine. Alors, Berlin. Alors, c'est une comédie écrite par Patrick Audecoeur et Gérald Sibleras. C'est fort bien écrit dans le genre, parce qu'on a autant de malentendants. Malentendus. Oui, oui, exactement. Et de rebondissements. Alors, Berlin, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors, la base de l'histoire, elle n'est pas si drôle que ça, puisqu'on est en pleine guerre froide, et donc un personnage, Ludwig Patrick Audecoeur et Emma Anne Charrier, veulent fuir vers l'ouest. Et ils ont repéré un appartement qui pourrait amener de l'autre côté du mur. Et Emma se fait engager comme aide-soignante dans cet appartement où il y a une vieille dame qu'on ne verra jamais, mais qu'on entendra. Mais gros obstacle, parce que le fils de cette dame, Werner, est un grand agent de la Stasi, de la police secrète allemande, et s'ajoute là-dessus un espion qui veut profiter de la position privilégiée de Ludwig et Emma. Donc c'est joli au niveau du décor, 2 décors réalistes, l'appartement, et puis le bureau de la Stasi. On a 2 belles vidéos en 3D qui nous montrent au début le mur avec un panoramique travelling, et puis à la fin la chute du mur. Bon, la pièce, comment est-ce qu'elle progresse ? Elle progresse sur le mode des dangers à éviter et sur l'urgence de trouver des solutions. Mais bien sûr, vous devinez que ces solutions entraînent des complications. Mais tout est complètement dynamisé par la mise en scène de José Paul qui enchaîne les scènes les unes après les autres avec un rythme. Alors, c'est fondé sur un comique de répétition. Par exemple, à la moindre difficulté, le responsable de la Stasi qui est tombé amoureux fou de cette Emma, si quelqu'un la gêne, peut téléphoner pour qu'on envoie en Sibérie. En comique de répétition, on entend systématiquement la chanson Kalinka, parce que la vieille a besoin de ça pour s'endormir. Alors, la salle était hilare. Cela fait très longtemps que je n'avais pas assisté en tant que spectatrice à une telle ambiance. J'avoue que les comiques, parfois, comiques de situation, comiques de personnages, comiques de jeu, m'ont paru parfois un peu lourds. Mais ils sont tellement interprétés avec conviction qu'on y croit. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est le personnage, justement, de Wagner, qui est interprété par Patrick
Haudecoeur, qui joue un personnage pâteau, niais, avec une inconscience naïve, mais qui arrive toujours à retomber sur ses deux pieds. Et alors la scène du violon, si vous allez le voir, vous le comprendrez, pour moi était un beau moment de comédie. Donc un très beau divertissement pour ceux qui le souhaitent. André, on termine avec ce personnage mythique, Cendrillon. Oui, c'est un théâtre jeune public à partir de 5 ans. Et je dois dire que j'étais des rares personnes à ne pas être accompagné d'enfants. Mais je dois dire que j'y ai pris pour plaisir quand même. Bon, à partir de 5 ans, ça va assez loin. C'est pas dit. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette Cendrillon ? J'ai aimé déjà le fait qu'on va restituer les choses dans une espèce de japonaiserie, manga, etc., avec des dessins comme ça. Et il faudrait que je signale tout de suite le travail de Anthony Surleroux, qui fait tout un travail de vidéo et qui va créer l'ambiance. Alors ensuite, évidemment, c'est un peu comique et un petit peu... Alors on fait des petits changements, on prend des libertés avec Perrault, mais c'est pas beaucoup d'importance. Et il y a un petit côté acide comme ça que j'ai bien aimé, tout en étant gentil. Enfin bon, c'est quand même un spectacle pour enfants, bien sûr, c'est pas... Mais on va jouer aussi avec la musique et avec le chant. Il y a un côté comédie musicale, et à cela, il faut dire que Amélie Saint-Pont, qui est formidable en faisant des claquettes, elle est la reine des claquettes, va aussi chanter, elle chante très bien, donc on a, et puis elle n'est pas toute seule, avec comment dire, Louis Astier, et puis Johan Le Riche qui jongle, etc. Donc on a du jonglage, des claquettes, et de la musique, etc. Et donc c'est formidable. Spectacle complet. Et bah oui, c'est un spectacle complet. Et donc je crois que tout le monde a bien aimé. Et très respectueux du public. Voilà, comme ça, parce que je suis sûr que les parents ne sont pas trop embêtés non plus. Donc voilà, c'est un bon spectacle à aller voir au Théâtre du Lucernaire. C'est de Rebecca Stella et Daniel Barthélémy, mise en scène de Rebecca Stella. Voilà, donc on récapitule ce Cendrillon au Théâtre de Lucernaire. Chantal. Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleras au Théâtre Fontaine. Juste un souvenir, c'est Myriam Boyer au Théâtre de Poche. À la scène musicale, Starmania de Michel Berger et de Luc Plamondon. Moby Dick d'Herman Melville, c'est au Théâtre de Lucernaire. Au Théâtre Libre, la très belle chorégraphie de Philippe Laillefeuille pour Carmen. Et un grand spectacle, un des rares grands spectacles que l'on voit, et notamment dans une saison, Dissection d'une chute de neige de Stara Stridsberg, mise en scène de Christophe Rauch. Voilà, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales et donc dramatiques. Au revoir.